Nouvelle édition d'information dans un instant, les titres. Les obligations fiscales essentielles d'une entreprise, comment les accomplir? C'est le thème de la 4e édition de la Journée nationale du contribuable célébrée aujourd'hui. Les temps forts d'une cérémonie présidée par le ministre délégué au budget dans un instant. 2 constitutionnalistes et un acteur de la société civile, tels sont les animateurs d'une conférence publique qui a eu lieu ce matin sur la bonne gouvernance à la lumière de la Constitution de la 7e République. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Le ministre délégué au budget a présidé ce matin au Palais des Congrès de Niamey le lancement de la Journée nationale du contribuable, placée sur le thème « Les obligations essentielles d'une entreprise, comment les accomplir ». La Journée du contribuable 2014 a été couplée au lancement du site web de la Direction générale des impôts. N'est-ce pas, Nasser Dantouf? Échanger avec les contribuables dans un esprit partenarial, fraternel et profitable à la nation, l'objectif visé à travers cette 3e journée du contribuable placée sous le thème « Les obligations fiscales essentielles d'une entreprise, comment les accomplir ». Cette journée couplée au lancement du site web de la Direction générale des impôts est une occasion mémorable de la reconnaissance de l'effort des agents des impôts dans la mobilisation des ressources internes du pays. La question de l'impôt n'est pas chose aisée partout au monde, mais il témoigne véritablement de l'admiration, de la responsabilité et surtout de la fierté patriotique qu'un homme puisse avoir à l'égard de sa communauté, dont il espère tant son épanouissement et sa prospérité. Ainsi, cette journée offre l'occasion à nos militants d'échanger avec les contribuables dans un esprit partenarial, fraternel et profitable à la nation. Pour l'Association nigérienne de civisme et de la croissance, c'est un meilleur cadre de communication et de concertation entre les 2 acteurs, agents des impôts et contribuables. La Journée nationale du contribuable est le meilleur cadre de communication et de concertation directe entre les agents des impôts et les contribuables. C'est aussi l'occasion pour ces 2 acteurs principaux de la vie de notre nation de se donner une nouvelle image, celle de partenaires privilégiés, où chacun profitera sans complaisance à défendre sa part de responsabilité tout en reconnaissant de la part de l'autre les critiques qui paraissent objectives et constructives afin que pour l'avenir, chacun s'engage à apporter les correctifs nécessaires. Pour sa part, le ministre délégué au budget, en ouvrant les travaux de cette journée, est revenu sur la relation Direction générale des impôts avec ses opérateurs économiques. Les thèmes retenus cette année concernera tout particulièrement les entreprises. Il s'agira de vous présenter comment la Direction générale des impôts souhaite moderniser ses relations avec les opérateurs économiques. Les entreprises ont des devoirs, mais elles ont aussi les droits. L'entreprise citoyenne respectueuse de ses obligations doit pouvoir compter sur une administration fiscale loyale et réactive. Enfin, cette 3e édition de la journée du contribuable est l'occasion de procéder au lancement officiel du site web de la Direction générale des impôts www.impôts.gouv.ne. Avec ce nouveau site web, la Direction générale des impôts améliorera sans nul doute la qualité de son service en fournissant l'ensemble des informations utiles aux contribuables. La problématique de la bonne gouvernance à la lumière de la Constitution de la 7e République, c'est le thème d'une conférence publique organisée ce matin par les membres du club des étudiants de la faculté des droits de l'université Abdou Dioufo de Niamey. 3 panélistes composés de 2 constitutionnalistes et un acteur de la société civile ont développé ce thème. Le résumé avec Omar Issouf. Les conférenciers ont eu droit à une trentaine de minutes pour édifier l'assistance sur 3 aspects relevant du domaine de la Constitution de la 7e République. Le premier, Amadou Hassan de l'Association des constitutionnalistes du Niger, définit quelques articles de cette Constitution. Toutes les écoutes dont nous faisons l'objet au quotidien sont illégales et ça constitue une violation de cet article 29 de la Constitution. L'article 30 donc parle du droit à la liberté de pensée, d'opinion, d'expression
de conscience, de religion et de culte. Et l'État garantit, on dit, le libre exercice du culte et d'expression des croyances et de toutes ces libertés-là dans le respect de l'ordre public, de la paix sociale et de l'unité nationale. Puis Mena Karté, membre également de l'association des constitutionnalistes, s'attarde sur les pratiques dans le respect de la Constitution. Pour lui, le régime actuel est champion en violation de la Constitution. C'est vrai que même avant 2010, il y a eu beaucoup de cas de mauvaise gouvernance, mais je pense que de 2010 à aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une situation inédite parce que ce sont vraiment des cas de violation qui frisent le ridicule. Et les cas sont nombreux. C'est tout un chapelet de mauvaises pratiques qu'on ne peut même pas dire ici de façon exhaustive, parce qu'il y en a même qui échappent aux simples observations. On se rappelle le fameux message radio du ministre de l'Intérieur qui intimait à l'administration territoriale, n'est-ce pas, l'obligation même de ne pas permettre les meetings de l'opposition. On se rappelle ici les différentes manifestations de la société civile dans le cadre des négociations du pétrole, de l'uranium. Chaque fois que nous déposons, n'est-ce pas, des demandes d'autorisation de marcher ou de faire un meeting, n'est-ce pas, il y a des mesures administratives qui paralysent nos activités. Enfin, le troisième conférencier, Lawali Boubacar de la société civile, énumère quelques exemples à suivre pour parer au manquement. Notre première perspective, c'est celle-là, c'est d'aller vers le public. À travers des conférences comme cela, nous n'allons pas nous fatiguer, mais aussi à nous déplacer vers les autres qui sont à l'intérieur du pays. Peut-être que nous allons élargir ça avec tous les cas de la société civile déterminés pour pouvoir informer, sensibiliser les gens sur ces violations de la Constitution-là et que tous les Nigériens ont le même droit. L'article 29 le dit, le droit et le devoir. Nous devrons d'abord dénoncer, mais nous aussi nous devrons respecter. Mais nous ne dénonçons pas. Nous avons peur dans ce pays-là et ça, c'est pas normal. Le club des étudiants en faculté de droit qui a sollicité les éminents conférenciers sort édifié de la conférence. L'exposé de tous les conférenciers a été très édifiant et nous en sommes sortis satisfaits. Il faut encore attendre le mois prochain pour que les étudiants en droit appellent de nouveaux conférenciers pour débattre d'autres sujets. Autre aspect de ce journal, des jeunes des quartiers Talagué, Bassora et Saga ont rendu public cet après-midi une déclaration. Il s'est agi pour eux d'apporter leur soutien indéfectible, selon eux, à Salah Mahamadou Salissou Habi. Il est le vice-président du bureau politique national du Modène F. Almana. Un extrait de cette déclaration lue par Issoufou Karimoun. Il est le président des jeunes Talagué. Le but essentiel est d'apporter à l'opinion nationale le témoignage de notre soutien inconditionnel et indéfectible à une personnalité du paysage politique du pays. Un homme dont la noblesse du vu nous inspire tous aujourd'hui. Un homme au parcours politique atypique au Niger. Il fut député national à 31 ans, secrétaire général jadis du plus grand parti politique du Niger, premier vice-président du parti Modem Falumana Africa, brillant ministre de la République à 3 reprises. J'ai l'honneur de nommer son Excellence Salah Mahamadou Habi. Jeunes des quartiers Bassora, Talagué et Saga, réunis à ce lieu aujourd'hui, faisons la présente déclaration en hommage aux qualités de cet homme. Des qualités d'homme d'État dont il fait montre autour de sa carrière politique dont vous faisons extra CCO. Salah Habi inspire notre jeunesse parce qu'il a su nous démontrer dans ses actes le sens élevé de responsabilité qui doit guider un homme politique dans ses choix pour son pays. Salah Habi nous rappelle le sens de l'honneur, de la loyauté et de la parole que incarne un homme politique. Et enfin, est reconnu de tous, Salah Habi est profondément imbu d'humanisme. Son Excellence Salah Habi a su rappeler toutes ces valeurs au moment où la politique au Niger est attirée au plus bas. Il a su, par sa position de sagesse et de vision,
nous indiquer le chemin des intérêts du Niger. C'est ainsi que nous choisissons de soutenir le président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, pour la renaissance du Niger, tout en trouvant aujourd'hui les grandes réussites du gouvernement de la 7e République. La paix, la sécurité et la stabilité au Niger. L'initiative, les 3 N, les Nigériens nourrissent les Nigériennes. Les grands chantiers structurants pour le développement socio-économique du pays, à savoir la relance de la boucle ferroviaire Cotonou, Niamey, Ouaga, Abidjan, la remise en œuvre du projet Kandaji, la construction d'une usine de production d'électricité de 100 MW de Gorubanda, le projet Niamey-Niala avec la construction de 3 échangeurs dont déjà un opérationnel, la réalisation de milliers de kilomètres de routes bitumées sur l'ensemble du territoire national avec, en toile de fond, le désenclavement de plusieurs régions du Niger, la réalisation de milliers de logements sociaux pour atteindre l'objectif un Nigérien, un toit. Le retour du Niger dans le concept des Nations Unies à travers la crédibilité et le respect restauré de notre pays sur le plan international, etc., etc. Chers camarades, notre déclaration d'aujourd'hui est un rappel pour dire aux Nigériens qu'avec des hommes comme Salabi, aux côtés de son Excellence Mahamadou Issoufou, nous sommes et demeurons très confiants quant à l'avenir radieux du Niger. C'est pourquoi nous voulons, nous, jeunes, quartier Talag Saga Bassora de Niamey, dire à son Excellence Salabi que nous sommes là et qu'il peut compter sur notre soutien dans tous les choix qu'il ferait, parce que nous sommes convaincus qu'il œuvre toujours pour l'intérêt du Niger. Suite de ce journal, la relation donc société d'exploitation des eaux du Niger, client, était au rendez-vous, était au centre plutôt d'une conférence de presse qui a eu lieu hier et elle a été animée par les responsables d'exploitation des eaux. Une sortie médiatique sur l'initiative du réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement. Le compte rendu avec Nafis Sakou. Il s'agissait à travers ce face-à-face avec la presse entre les responsables d'exploitation des eaux du Niger et la presse d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur les activités de la Société des eaux du Niger, mais surtout sur les relations avec les clients. L'une des missions principales de la SEN, et c'est aussi, je dois le dire, l'une de notre fierté, c'est le développement de l'accès à l'eau potable. C'est dans cet esprit-là qu'a été créée la SEN et c'est dans cet esprit-là qu'a été restructuré le secteur en 2001. La SEN est devenue une référence régionale, c'est-à-dire que les efforts conjugués de l'ensemble des acteurs, donc l'État, la SPEN et la SEN, depuis maintenant 13 ans, ont permis le développement de l'accès à l'eau et aujourd'hui, on alimente, grâce à ces efforts-là, une population de plus de 2,5 millions de personnes. Depuis pratiquement 2013, la Direction générale a décidé donc de mettre en place un projet dénommé Projet Performance Clientèle 2014. Il s'agit à travers ce projet-là donc de corriger un certain nombre de dysfonctionnements constatés pour améliorer notre relation avec la clientèle. Plusieurs autres questions ont été posées aux responsables d'exploitation des eaux du Niger, notamment sur les préoccupations des consommateurs. Quand on relève les compteurs, il peut y avoir des anomalies, donc des trop perçus effectivement, comme il peut y avoir aussi des sous-perçus. Alors, les trop perçus, il y a deux manières de les régler. Soit c'est régularisé avec la facture suivante, soit le client, si effectivement une anomalie, le client peut venir et c'est un règlement au cas par cas. Maintenant, ce que je dois dire, c'est qu'avec la mise en service de nos fameux terminaux portables de relève, on va limiter ce type d'erreur. Vous savez, quand le releveur va relever le compteur, il peut se tromper sur un chiffre. Si nous surfacturons les clients exprès, qu'est-ce qui va se passer? Le volume facturé risque d'être supérieur au volume produit. Or, le volume produit, ce sont des compteurs que nous gérons ensemble avec la SPEN. Ils sont relevés ensemble par nous deux. Donc, nous n'avons aucun intérêt à se facturer nos clients. Non. Il y a effectivement des anomalies de relève qui font qu'il y a des anomalies de facturation. Ce n'est pas seulement la relève qui est à l'origine,
des anomalies de facturation. Il y a aussi à la saisie, on peut faire des erreurs. Cette conférence de presse a pris fin avec la visite guidée des installations de l'usine de traitement des eaux de Goudel. Les membres de l'association Jeunesse Active du Niger ont animé ce matin un point de presse, un échange avec la presse qui a porté sur la situation du Conseil national de la jeunesse dont le bureau actuel fait du Tazartier. Le résumé avec Madina Sanda. La situation de la jeunesse nigérienne est préoccupante. Les associations des jeunes s'inquiètent de l'avenir des jeunes au Niger. D'où la nécessité d'une politique nationale de la jeunesse, estime l'association Jeunesse Active Nigérienne lors d'un point de presse. Il s'agit pour nous d'informer l'opinion nationale et internationale de ce qui se passe au stade actuel entre les structures, notamment notre structure associative, avec le ministère de la Jeunesse dans le cadre de ce combat que nous avons engagé qui vise à permettre à la jeunesse nigérienne d'être prise en compte davantage. Après toutes les interventions médiatiques que nous avons eu à faire pour interpeller le ministre de la Jeunesse en vue de prendre en compte les problèmes des jeunes et se mettre à l'évidence de la nécessité de convoquer une assise nationale de la jeunesse à travers laquelle tous les jeunes du Niger vont se retrouver, vont s'asseoir, vont se parler entre eux, vont identifier les problèmes dont ils souffrent et trouver une solution idoine à leurs problèmes qu'ils vont élaborer un document et soumettre au ministère en vue qu'une politique nationale de la jeunesse répondant aux aspirations de la jeunesse et étant l'émanation de la volonté de la jeunesse puisse être mise en place pour le bonheur de la jeunesse. L'article 12, alinéa 2 de la Charte africaine de la jeunesse dit « L'élaboration de la politique nationale pour la jeunesse devra se fonder sur une consultation massive des jeunes et devra prévoir la participation active de ces derniers à tous les niveaux de prise de décision et de gouvernance relative aux sujets concernant la jeunesse et la société en général. » Cela veut dire quoi? Le ministère n'a pas qualité d'aller élaborer des textes parce que le ministère ne peut pas connaître le problème des jeunes. La démarche devrait passer par une assise nationale à travers laquelle tous les jeunes du Niger, par représentation, vont se retrouver et élaborer des textes qui doivent régir le fonctionnement de leur organisation. Élaborer des textes qui vont régir le fonctionnement des structures des jeunes, c'est le souhait de toutes les organisations. Mais cela ne sera pas possible si la jeunesse nigérienne ne forme pas un bloc pour mener le combat ensemble. L'actualité dans nos régions, direction d'IFA, où les nouvelles autorités municipales qui ont pris fonction récemment ont beaucoup de choses devant elles pour rendre la ville propre. Aujourd'hui, la ville de Difa fait face à des difficultés qui rendent la vie difficile. En séjour dans la cité du Manga, Sansale s'est intéressé à cette question, suivant son reportage. Problème d'assainissement et celui de voirie sont entre autres défis énormes qui sont devant les nouvelles autorités municipales de la ville de Difa qui ont pris fonction le 16 septembre dernier. La ville de Difa est sale. Il faut l'assainir pour créer un cadre de vie décent aux populations de la dite commune. C'est pourquoi les nouvelles autorités municipales de la ville de Difa demandent l'aide des habitants pour atteindre l'objectif. Primo, nous avons la question de l'assainissement de la ville. C'est la question qui nous tient à cœur. Tout citoyen qui rentre dans la ville de Difa, le premier constat, c'est les ordures. Alors, nous allons nous efforcer avec l'ensemble de la population, essayer de voir comment remédier à ce problème. Par rapport à l'assainissement, nous avons l'idée de convoquer l'ensemble des groupements féminins, des groupements de jeunes, les associations, les ONG, pour avoir un point de vue commun par rapport à ce qu'il faut faire pour assainir cette ville, car ils sont eux aussi acteurs dans le développement de la commune. Sur le plan de voirie, nous avons des suffisances fiscales qui règnent comme partout dans les autres communes. Secondo, nous avons les ressources qui rentrent des marchés. Malheureusement, nous n'avons pas de grands marchés. Nous n'avons que le marché central de Difa et le marché de Bolongakou. Donc les entrées sont pour les deux marchés-là. Il y a les concessions provisoires, il y a les autres taxes associées que nous arrivons quand même à recueillir. Et c'est grâce à ça que la mairie est en train de vivre.
Notre message au niveau de la diaspora, c'est de les appeler à aimer leur commune, c'est-à-dire à regarder leur commune, c'est-à-dire que c'est à eux de venir investir ici dans la commune. Car en donnant l'exemple, les autres vont suivre. Aujourd'hui, nous avons grand besoin, c'est un plaidoyer que nous faisons pour eux, pour qu'ils viennent auprès de cette commune, pour qu'eux aussi s'intéressent au développement de cette commune. Comme les mairies des autres localités du Niger, celle de Difa a également connu des problèmes de gestion depuis l'installation des élus locaux en 2011. Des problèmes qui ont conduit à la destitution du maire Ousmane Kousseri le 29 août dernier. Ainsi, le nouveau maire élu de la ville de Difa, Hankarao Birkassoum, a donc moins de 2 ans pour se battre pour le développement de sa commune. Moins de 24 mois pour changer l'image de la ville de Difa, dont la population est estimée à plus de 500 000 habitants au dernier recensement général de la population. L'actualité hors de chez nous, la grève de Air France se poursuit. Les négociations entre les syndicats des pilotes et la direction sont toujours dans l'impasse. Résultat, un vol sur 2 est assuré. Le point sur ce conflit social dans ce sujet. Blocage total à Air France. Tard hier soir, les syndicats de pilotes ont quitté la négociation. Ils refusent le protocole de sortie de crise présenté par la direction. Les négociations ont duré depuis des dizaines d'heures. Nous étions pratiquement en phase de conclusion. La discussion aujourd'hui se passait de bonne manière et nous avons été surpris de voir que les syndicats de pilotes ont quitté la table. Ce samedi sera donc le 13e jour de la grève. Et pour l'heure, les syndicats ne souhaitent plus s'exprimer. Ils réclament toujours un contrat de travail unique pour tous les pilotes du groupe, que ce soit à Air France ou dans la filiale low cost Transavia. L'enjeu pour eux est de conserver le maximum d'avantages, ce que leur refuse la direction. Les grévistes qui cherchent une issue ont demandé au gouvernement la nomination d'un médiateur, demande rejetée cette nuit. Il n'est pas temps de relancer encore ces négociations avec une procédure de fuite en avant qui est celle du médiateur. Je pense que chacun est devant ses responsabilités. La question est grave. C'est l'avenir de la compagnie. C'est aussi la situation des usagers. La grève pourrait durer jusqu'au 30 septembre. La direction d'Air France affirme qu'elle a déjà coûté 240 millions d'euros à la compagnie. Émotion et recueillement à Nice. Une marche silencieuse a été organisée en l'hommage à Hervé Gourdel. Proches et anonymes ont exprimé leur solidarité avec le Français assassiné par les djihadistes algériens. Le deuil de la femme d'Hervé Gourdel, de sa famille, le recueillement de toute une ville. Le visage d'Hervé Gourdel est porté comme un signe d'humanité, arboré par tous ceux qui sont marqués par son meurtre, inacceptable. Chacun est solidaire, associé à la peine de cette famille, unie contre la barbarie. Il faut absolument être là, tous unis ensemble. C'est très important. Pour le soutien à la famille qui doit être dans un état pas possible et puis se sentir solidaire de tous ceux qui l'ont connu pour ne plus espérer que ce genre de drame ne recommence pas. C'est insupportable. Vous le connaissiez, vous ? Non, pas personnellement. Mais je pense que la douleur est la même. Dans le cortège, chacun veut prendre sa part de peine, partager le deuil, les anonymes, comme ceux qui l'ont connu. Ça me fait chaud au cœur que les gens soient rassemblés derrière une cause comme ça, aussi humaine. Je me dis que finalement, le monde, il n'est pas si pourri que ça et qu'on arrivera peut-être à en sortir quelque chose. Quand on voit que les gens se mobilisent avec autant de ferveur et autant d'amour, autant autour d'un homme comme ça qui méritait pas. De toute façon, personne mérite ce genre de mort. Quand vous avez connu ce gars-là, c'est pas une obligation, c'est de cœur qu'on vient, de cœur. Dignité, retenue, la marche, conformément aux souhaits de la famille d'Hervé Gourdel, est une démonstration, un moment de recueillement, la réponse d'humanité à la barbarie des djihadistes de Daesh. Les raids de la coalition chapeautée par les États-Unis se poursuivent en Irak. L'Alliance a reçu ce samedi le renfort de la Belgique et du Danemark. Sous bonne escorte, nous filons vers la ligne de front. Cette position avancée se trouve dans une zone stratégique. C'est la plus proche du village de Saki, frappé 2 fois par l'aviation de la coalition ces derniers jours. Les djihadistes sont à portée de fusil. Pas question de s'exposer.
on distingue un drone volant en rase-motte. Moins de 3 heures plus tard, la zone subira des frappes aériennes. Les Peshmerga sont parvenus à dresser le bilan de la première attaque menée mercredi par l'aviation américaine. Nos informateurs sur le terrain affirment que cette attaque a détruit un véhicule, une mitrailleuse et un mortier, et que les djihadistes ont laissé 7 cadavres derrière eux. Les frappes aériennes nous sont très utiles car elles permettent de réduire la pression sur les Peshmerga. Jusqu'ici, les frappes aériennes ont été extrêmement utiles aux Peshmerga. Elles leur ont permis de repousser l'ennemi djihadiste sur une vingtaine de kilomètres. Cependant, une chose est sûre, seules et sans appui au sol, elles ne leur permettront pas de reprendre de grandes agglomérations du type de la ville de Mossoul. Quelques kilomètres plus loin, Sirwan Barzani, neveu du président kurde en charge de cette partie du front, passe ses troupes en revue. Dans le ciel, on entend distinctement les réacteurs des avions de combat. Ici, il est là. On ne sait pas s'il est américain ou français, mais l'avion est là. Il nous explique comment les djihadistes s'adaptent aux frappes aériennes. La stratégie des Américains leur interdit de s'attaquer aux objectifs civils, que ce soit des ponts, des maisons, des hôpitaux ou des villages. C'est pourquoi ils se cachent dans les maisons, dans les écoles, dans les hôpitaux, ainsi que dans les mosquées. Pour les Peshmerga, aucun doute, les frappes aériennes sont une condition nécessaire, mais pas suffisante, de la victoire contre les djihadistes. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec le journal demain à partir de 12h45. D'ici là, restez toujours en compagnie des programmes de la télévision La Paris. Bon week-end.